Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais cet été, j'ai lu le journal. Les mots et expressions les plus utilisés, feu, canicule, incendie, dérèglement climatique, Amazonie en péril. Un peu comme si, après des années d'aternoiement, nous étions soudain confrontés à une réalité pourtant énoncée clairement par René Dumont, le premier écolo à se présenter à une présidentielle, c'était en 1974. Ça flambe sévère même. Niveau des mers en augmentation, disparition d'îles habitées dans le golfe du Bengale, toundra en feu du côté de la Sibérie, 34 degrés en juillet en Antarctique, tornades à répétition, orages ravageurs, sécheresse dramatique au Portugal, inondations meurtrières dans le sud-est espagnol, c'était la semaine dernière, extinction d'un quart des oiseaux en Amérique du Nord en 50 ans, c'était le résultat d'une étude scientifique diffusée en juillet dernier, enfin pleine de raisons de s'inquiéter un tout petit peu. Et pendant ce temps-là, il parle de quoi, Jupiter? Elle communique sur quoi, son équipe? Sur la gestion de l'État, des questions migratoires. Dans la même semaine, on aura ainsi entendu le chef de l'État opposer les bourgeois qui ne croient pas à l'immigration aux plus pauvres qui en seraient le réceptacle, tandis que le ministre du Logement, Julien Denormandie, mettait en garde contre le tourisme dit médical, lié à son point de vue à l'aide médicale d'État, tandis que le porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, affirmait de son côté que la France devait s'armer pour faire face aux migrations des décennies à venir. Jupiter et sa bande Saint-Jean Sarkozy, qui lui-même paraphrasait les Le Pen, « Pince-moi, je cauchemarde ». On aurait rêvé en tout cas d'une rentrée plus intelligente. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 31, réalisé une fois encore par Jérôme. Épisode de rentrée qui nous permettra d'écouter dans le désordre Puccinella pour un nouvel album, ça, qui pourrait marquer un petit virage dans la production de ce groupe toulousain. Puccinella qui, soit dit en passant, sera le 26 septembre prochain au Métronome pour fêter la sortie de cet album. Je recevrai également ce soir le Commando A3, trio s'emparant du répertoire de Claude Nougaro pour le revisiter, mais écrivant aussi des chansons originales comme le A Toulouse, single qui sort aujourd'hui partout dans le monde digital. Trio qui, soit dit en passant, lui aussi fêtera ses 10 ans d'existence au Bijou mercredi et jeudi prochain. Là aussi, ils seront en concurrence avec Pulcinella. Et puis Salah Amokrane, chroniqueur régulier de cette émission hebdomadaire, viendra nous parler d'une exposition, un indice. Ça se passe jusqu'à janvier prochain à la médiathèque José Cabanis. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. La saison toulousaine de l'an dernier a été marquée par le cycle de concerts initié par Hervé Bordier autour du répertoire du compositeur américain Louis Harding, connu aussi sous le nom de Moondog. Et dans le cadre de cette saison Moondog, le mini big band de David Odrechy, Initiative H, jouait au Métronome le 11 avril dernier, redoublant l'expérience le 13 avril à l'Astrada de Marciac et jouant donc une pièce de Moondog, le Sax Pax for a Sax, créé lui de son côté par Moondog en 1994. Ce sont des morceaux de ces deux concerts que l'on retrouve sur le nouvel album d'Initiative H, album qui sort aujourd'hui. 9 thèmes marqués par la furia, propre à cette formation, cette fois animée par une lecture lyrique et assez pop de l'œuvre de Moondog. Initiative H, on écoute tout de suite Paris. On n'ira pas jusqu'au bout, le morceau durant un peu plus de 9 minutes, mais ça vous donnera une petite idée de ce que l'on peut trouver sur cet album consacré à cette œuvre de Moondog. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
je sais, c'est un peu frustrant de couper la musique comme ça, en plein dans le solo du saxophoniste, surtout que le saxophoniste, je l'ai sur ma droite, qui va me filer quelques pains pour ce crime de lèse-majesté. Ferdinand Doumergue, c'est vous là qu'on est en train d'écouter. 2-3 impressions sur d'abord le morceau que vous venez d'écouter pour la première fois dans sa version discographique. C'est vous qui jouiez sur scène, donc ça, vous aviez déjà eu les retours sur scène, mais enfin c'est la première fois que vous l'entendiez là. Quel souvenir vous en gardez de ces 2 concerts autour du répertoire de Moondog? Souvenir, allô, ouais. Voilà. Ouais. Ce qui était super, c'est qu'on a répété les morceaux, on les a joués très très vite après, ça a été vite enregistré, ça a été un processus inédit pour Initiative H. En fait, généralement, il y a un peu plus de temps entre le moment où on répète et l'enregistrement. Là, tout s'est fait assez vite et c'est vrai que c'était super de se plonger dans l'œuvre de Moondog, mais enfin surtout passer à la moulinette David Odrechi, parce qu'on reconnaît vraiment sa patte au niveau de la couleur, des choix esthétiques et harmoniques qu'il a, quoi. Ça reste un album d'Initiative H en fait, et c'est vrai que c'était un pari, nous on savait depuis longtemps qu'il allait y avoir ce projet, mais on se demandait un petit peu à quoi ça pouvait ressembler finalement cette relecture, quoi, et on était assez ravis du résultat, mais c'est vrai que effectivement je l'ai pas réécouté depuis, et j'ai hâte d'avoir le... Ah oui, c'est tout de suite mieux. Merci j'ai hâte d'avoir l'album pour l'écouter intégralement. Donc l'information, c'est qu'il sort aujourd'hui, donc vous ne devriez pas tarder à le recevoir. Exactement. L'autre information, c'est que vous venez de terminer votre solo. Ça y est, c'est terminé. Je disais un parti pris très lyrique sur cette interprétation, mais aussi très pop, avec un morceau carrément disco. Ça aussi, c'est la marque de fabrique des arrangements d'Odrechi. Ouais, complètement. De plus en plus, quoi. C'est vrai que je pense que c'est ça qui fait aussi l'originalité de cet hommage, parce qu'il y a eu beaucoup d'hommages à Moondog. Mais l'an dernier à Toulouse, il y en a eu plein. On l'a vu, il y a eu que ça. En orgue, on a eu en chanson, on a eu en jazz, ça c'est sûr. Ça a été l'année Moondog. Mais c'est vrai qu'au niveau, j'ai pu écouter quelques hommages discographiques par pas mal de monde, et c'est vrai que là, cette couleur plus pop, clairement, je pense que c'est assez rare, quoi, et ça fait du bien en fait d'entendre ces morceaux-là avec cette couleur et ce côté plus accessible aussi, quoi. Très bien, voilà, donc ça c'est la première sortie que vous allez écouter aujourd'hui, parce que des sorties de disques à Toulouse en ce début septembre, il y en a au moins une bonne dizaine, on en écoutera 3 ou 4 durant cette émission. Celui-là c'est Initiative H, donc la version du Sax Pax for Sax de Moondog qu'ils avaient donné en avril dernier au Métronome et à la Strada de Marciac. Jingle et la suite. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Et la suite, c'est la sortie d'un deuxième album émanant d'une formation toulousaine. Ça s'appelle Ça, et c'est Puccinella qui en est l'auteur. Je reçois ce soir Jean-Marc Serpin et Ferdinand Doumergue, que vous venez d'écouter parler assez brièvement d'Initiative H, que de 2 membres de cette formation qui vont donc nous parler de cet album. C'est le combien, Jean-Marc Serpin? Je crois que c'est le 6e. Non, c'est le 6e. Confirmé par Ferdinand. 6e album de Pulcinella. Dans quelles conditions s'est enregistré ce 6e album, Ferdinand? On l'a enregistré à Budapest en janvier dernier. En fait, on a cette création, donc c'est vraiment un tout nouvel album, c'est un tout nouveau répertoire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, jusqu'à présent, nos albums étaient pas mal éprouvés sur scène. Il y a des morceaux qu'on avait joués depuis 1 ou 2 ans avant de les enregistrer. Là, en fait, on a décidé en septembre de faire que du neuf, on a eu plusieurs résidences pour vraiment composer ensemble et arranger ensemble. Et ce qui fait que, je trouve, on a réussi à trouver une unité, en fait, dans tous ces morceaux, justement, en les composant côte à côte, quoi. Ce qui fait qu'on pouvait se dire, tiens, celui-là, c'est vrai que ça va bien aller
aller avec tel autre morceau. Et il y a un son un peu global qui s'est dégagé. Voilà Budapest, que vous aviez connu il y a une petite dizaine d'années, puisque vous étiez allé enregistrer un premier album qui s'appelait Spencer Play, je crois, quelque chose comme ça, avec une formation, là je ne vous dirai pas le nom, il y a trop de consonnes pour que j'arrive à le prononcer correctement. Pourtant c'est pas si difficile, c'est Jinja. Ouais, mais ça c'est quand on parle la langue locale. Ouais, mais alors justement, pardon, au niveau prononciation, si je peux me permettre, c'est pas Puccinella, mais c'est Pulcinella. C'est Polichinella. Bon, donc première expérience il y a une dizaine d'années à Budapest, c'était vraiment une envie d'y revenir? Non, en fait, ça a été. On y est revenu pour y rejouer. Puis le directeur du label. Donc BMC. Voilà, exactement. Donc le label s'appelle BMC. Donc ils tiennent une salle et quand on y a joué, ils nous ont proposé de venir enregistrer. Donc on a enregistré là-bas il y a 2 ans l'album 3 quarts d'once et ils nous ont reproposé de venir enregistrer. Enfin, c'est un peu par hasard, quoi. Il y a un lien avec la Hongrie. C'est vrai que là on va y retourner en février ou mars. Ça va être la 7e fois, alors que finalement on parle pas hongrois. On n'a pas d'enfants hongrois. Enfin, je crois pas que non, je crois pas. Mais bonne nouvelle de l'autre côté du poste. Voilà, donc expérience hongroise, les studios là-bas, c'est à peu près la même chose qu'ici. Il y a une façon de travailler différente? Non. Il y a des micros, il y a des tables, il y a des musiciens de l'autre côté. Voilà. Après, la seule particularité, la différence entre l'album d'avant et celui-là, c'est que l'album d'avant, on avait donc enregistré avec quelqu'un qui s'appelle Victor Szabo, qui avait enregistré et ensuite qui avait mixé. Mais comme il était loin, c'était difficile d'avoir vraiment un échange un peu approfondi. Là, on a préféré mixer avec un ingénieur son qu'on connaît bien ici, qui s'appelle Arthur Auer, qui a fait Stabat Akij, qui fait RP3, qui fait plein de groupes toulousains. Et ce qui fait, c'est un ami. Et puis en plus de ça, il connaît notre son, il connaît nos envies, on a un petit peu les mêmes goûts, et ce qui fait que c'était beaucoup plus simple pour collaborer et pour avancer dans le son, et ce qui fait qu'au niveau du son, on est vraiment satisfait du son de cet album, quoi. Donc le son, on va en parler. Arthur Auer, c'est un copain comme ça, on n'a pas pu on l'a payé pas très cher. Donc on va parler vraiment de l'album, et vous dites que vous avez vraiment travaillé sur le son. Je disais en début d'émission que c'était un album qui pourrait marquer un petit virage dans votre carrière, dans votre façon d'envisager le son. On va écouter tout de suite le début de cet album, petit morceau de 2 minutes, mais c'est vrai que quand on écoute ça, on se dit qu'est-ce qu'il est arrivé à Pulcinella. Voici tout de suite le premier morceau qui commence cet album. L'album s'appelle Ça, et le morceau c'est Salut, ça va.
Pour qui connaît un peu le répertoire de Pulcinella, groupe toulousain formé il y a une petite quinzaine d'années, quand on écoute ce morceau, on doit être un peu surpris. Enfin, moi, je l'ai été toujours. C'est vrai qu'il y a des sonorités qu'on n'a pas l'habitude d'écouter chez vous, notamment celle qui est donnée par cet orgue, on appelle ça un LK, un vieil orgue un vieil orgue des années 70, qu'apparemment, d'après déjà la légende, vous auriez récupéré dans une loge lors d'un concert que vous avez donné quelque part en France, et puis après avoir bien insisté, les propriétaires vous l'ont cédé. On n'a même pas insisté. Ah ouais. Même pas insisté. Donc vraiment, ils voulaient s'en débarrasser. Donc apparemment, vous avez compris comment on s'en servait. C'est quoi cet instrument, cet orgue LK, d'abord pour régler un peu des problèmes techniques? C'est un vieil instrument en effet de la fin des années 70. C'est un orgue en fait, comme un orgue avec des sons, des tirettes, sauf que les touches sont la main gauche et la main droite de l'accordéon. Donc, il y a, ce qui fait que Florian de Monsang, l'accordéoniste du groupe, s'y est familiarisé assez vite. C'est immédiat, ouais. C'est comme jouer un accordéon, sauf que le rapport à l'accordéon, c'est que l'accordéon, avec le soufflet, il y a toujours une espèce de petite latence pour avoir des notes, vraiment des attaques franches sur des notes. Et avec cet instrument, il y a une attaque analogique. Donc c'est tac, immédiat. Ça envoie un son qui donne, évidemment, qui ouvre sur des nouveaux rythmes et des nouveaux sons qu'on n'avait pas avant, quoi. Un instrument qui finalement est assez moderne, même s'il est ancien, et qui donne des sonorités très actuelles, ce qui est quand même assez étonnant sur ce type d'instrument, et qui donne une coloration complètement nouvelle à vos compositions. Ferdinand ? Oui, clairement, mais c'est assez drôle. Effectivement, ce côté moderne et vintage, on va en parler après, mais donc on revient de Colombie, et en fait en Colombie il y a beaucoup de cumbia et de cumbia un peu psychédélique. Ils aiment bien ce côté psyché, et finalement ce type de son là justement, très vintage, bizarre, en fait c'est quelque chose qui est complètement dans l'air du temps là-bas, et qui est vraiment qui est le top de la modernité, j'ai l'impression. Donc finalement effectivement c'est partout qu'il y a finalement ce retour du vintage qui devient moderne en fait. Enfin, en tout cas on l'a un peu ressenti comme ça là-bas, quoi. Du coup, vos compositions semblent y gagner à longueur, et c'est vrai qu'à partir de là, on a l'impression que vous profitez de ces nouvelles sonorités pour décrire de nouveaux paysages. C'est vrai que sur les anciens morceaux, je vais presque dire sur l'ancienne formule de Pulcinella, il y avait des morceaux qui étaient à peu près le même timing, entre 4 et 7 minutes, mais avec des changements de rythme, des changements de sonorité, des changements de paysage. Là, on a l'impression que vous partez d'un point, vous arrivez à un deuxième en prenant un peu de temps de décrire ce parcours-là, ce qui est une façon aussi un peu différente de concevoir vos compositions. Et c'est comme ça que vous l'avez travaillé, cet album ? Ça vient aussi dans le mode de composition, comme a décrit tout à l'heure Ferdinand. Là, cette fois, on s'est vraiment retrouvés sur plusieurs périodes pour improviser tous ensemble. On enregistre, on réécoute, et on se dit ça c'est bien, ça on a envie de continuer, et on réécoute et on réimprovise un peu, et donc là ça a été des compositions qui ont été faites un peu d'un geste commun, alors que d'habitude c'était plus des compositions qui étaient apportées par Ferdinand, par Florian de Monsang, et donc avec des schémas de morceaux qui étaient plus aussi dans un zapping qui nous permettait de pas non plus trop nous exposer en tant que soit soliste ou en tant que... Enfin, disons que le zapping nous donnait un mode de fonctionnement qui nous éloignait de ces plages un peu plus développées. On n'a pas eu peur de faire durer, en fait, de faire groover un petit peu certaines parties, et voilà. Et c'est ça qu'on a essayé de faire aussi, c'est trouver le groove, quoi, tout simplement, et rester là-dessus. Il y a plusieurs morceaux qui sont vraiment dans cette lignée-là, et où au final on n'a pas peur de rester sur sur un groove, quoi, au final, pendant quelques temps. Le groove, sa définition étant le sillon, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, le sillon, vous le labourez jusqu'au bout, ce qui n'était pas le cas des compositions de Pulcinella jusqu'à présent. Ouais, on avait un petit peu peur de ça, qu'on se disait qu'on avait peur de lasser, quoi, et on préférait vite changer, on préférait la rupture, en fait. Et c'est vrai que là, on se dit, non, mais assumons, là, on aime bien ce côté funk qui dure, restons là-dessus, et voilà, même si ça reste Pulcinella, donc c'est, voilà, il y a toujours quand même quelques ruptures par-ci, par-là, un petit côté un peu étrange, qu'on aime bien, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a cette différence-là par rapport à
la tournerie. Quoi. Au final, on a 10 morceaux. Je comptais un peu les compositeurs des différents morceaux. Il y en a 5 qui sont composés par quelques-uns des musiciens, soit en solo, soit en trio. Mais il y a quand même 5 morceaux qui sont annoncés comme la composition des 4 musiciens du groupe. Donc ça veut dire que effectivement, dans ces cas-là, c'est des compositions liées à l'improvisation. Ça aussi, c'est une nouvelle façon quand même de travailler aussi pour Pulcinella. D'habitude, les compositions, Jean-Marc le disait il y a 2 minutes, venaient de musiciens, mais pas de l'ensemble du groupe. C'est quelque chose, là aussi, c'est un postulat de départ, oui. Ou c'est... Ouais, tout à fait. On s'est dit, composons ensemble. C'est comme ça qu'on arrivera plus facilement à arriver à un son commun, finalement, si justement on réussit à créer quelque chose pleinement ensemble. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, comme le disait Jean-Marc, quelqu'un arrive avec une compo, on arrive à quelque chose qui nous plaît bien, mais c'est vrai que c'est pas... Il n'y a peut-être pas la même satisfaction. Quand c'est un morceau, un bébé commun, je sais pas, il y a une... Et au-delà de ça, en plus, le disque, au final, il a une sonorité et une couleur qui est plus homogène et plus consistante que quand au final, à la fin, on a 10 morceaux, on va faire un disque, alors on se demande dans quelle ordre on va les mettre, plus ou moins, parce que pour la tonalité, pour le rythme, mais c'est un peu artificiel, alors que là, les morceaux, ils déterminent vraiment une période, un mode de fonctionnement, et je trouve que ça donne plus une photographie réelle. C'est assez étonnant de vous entendre dire qu'au bout de 15 ans, vous vous dites « Allez, après tout, on va essayer de travailler sur un son commun. » Mais qu'est-ce que vous avez fait depuis 15 ans ? Non, en plus, on a fait... En plus, c'est pas vrai, parce que finalement, les morceaux, même si à chaque fois, effectivement, il y a toujours eu un compositeur qui amène la grosse base, mais ils sont toujours arrangés ensemble. Des fois, ça a absolument rien à voir, la version finale, avec la version qui était amenée au début. Mais c'est vrai que là, voilà, la différence, c'était ça, c'était de partir de ça dès le départ. Quoi. Vraiment, ok, on improvise. Ah ouais, ça c'est cool, tiens, on regarde. Notamment, voilà, un morceau comme par exemple, je sais pas si c'est celui que vous avez choisi ou pas pour après, mais comme J'ai caressé le chien du douanier. Eh bien, c'est tout à fait celui-là. C'est génial. Et on ne s'est même pas téléphoné. C'est celui-là qu'on écoutera en dernier. Mais voilà, celui-là, c'est vraiment une improvisation. Et puis on s'est dit, ah ouais, cette partie-là, super, on garde ça, super, clac, clac, ça c'est nul. Quoi, c'est nul. Et au final, voilà, ça fait ce morceau. Quoi. Au final, il y a quand même une dizaine de morceaux, 10 même, très atmosphériques, qui évoquent parfois cette période de la musique anglaise des années 70, notamment incarnée par Pink Floyd. Il y a certains morceaux, on a l'impression que c'est du Pink Floyd où la guitare électrique est remplacée par l'accordéon. Mais ça donne la période Dogs, la période Animals, cette période-là. Pareil, qu'on ne connaissait pas dans Pulcinella jusqu'à présent. Non, mais je pense qu'on est pas mal fan de rock progressif. Et de Yvette Horner aussi. Donc mais ça peut-être, moi, je serais moins fanat de cette option-là pour Pulcinella, mais bon. Oui, alors le rock progressif. Ouais, c'est vrai qu'on aime beaucoup. Je sais qu'avec Pierre, notamment, on a pas mal parlé de Caravan, un groupe anglais de la scène de Canterbury, dont on est bien fan. Bon, Pink Floyd, voilà, on est tous fans de Pink Floyd. Camel, Soft Machine, des choses comme ça. Là, il faudra quand même que vous m'expliquiez un jour comment votre génération a pu tomber amoureux de cette musique-là, parce que sur Toulouse, il y a quand même depuis 6-7 ans plein de groupes qui sont partis sur une réexploitation de cette musique-là. Comment vous y êtes tombé dedans ? Enfin, moi, j'avais 16-17 ans quand j'écoutais ça, mais c'était dans les années 70. Vous étiez pas encore né. Comment vous y êtes tombé dedans, alors que c'est quand même pas une musique qui a eu une très grande diffusion à l'époque et après quasiment pas, sauf des groupes comme Pink Floyd, mais qui se souvient encore de Caravan, de National Health ou de Soft Machine. National Health aussi, ouais. Ça c'est souvent les parents, quoi. Enfin, moi personnellement, c'est clair que ma mère était fan de Soft Machine. Puis il y avait une médiathèque pas loin de chez moi aussi où j'allais traîner. Je me souviens du jour où j'ai trouvé In the Court of the Crimson King avec cette espèce de grimace. J'étais c'est quoi ce disque ? Et je mets le disque et j'étais mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et ça marque à vie, quoi, en fait. Dans le groupe de Robert Fripp à la guitare, King Crimson. Ouais, tout à fait. Jean-Marc, c'est aussi des choses qui vous... Ouais, moi disons que dans les années 70, j'étais déjà un peu... marchait, quoi. Ouais. Et j'avais un grand frère, en fait, aussi. Ah ouais, ça sert quelquefois, les grands frères. Parce que quand même, vous, par exemple, la première fois que je vous ai écouté, c'était plus du côté du flamenco. Et, oui, c'est vrai. Avec quelqu'un qui s'appelait Juan Martin, dans un projet qui s'appelait La Chanca. Ouais. C'est vrai que c'était pas du tout du rock progressif. Ah non.
Comment vous l'avez ressenti un peu cet enregistrement? C'est vrai que vous aviez l'impression de construire un répertoire vraiment nouveau pour ce quartet, ou simplement quelque chose qui allait dans l'évolution naturelle de ce que vous faites depuis 15 ans? Moi, j'ai l'impression que c'est quand même dans l'évolution naturelle. En fait, il y a eu une étape qui n'a pas été enregistrée, mais c'est un répertoire de bal qui s'appelle Le Grand Déballage, qu'on a joué, je sais pas, peut-être 50 fois depuis, qu'on a commencé il y a 2 ans, et où là, ça a été la première fois qu'on a utilisé finalement l'orgue. Et à partir de là, on s'est dit, bah, tiens, on va vraiment essayer de constituer un répertoire à part et vraiment 2 compos, en mettant l'orgue, et puis aussi, en utilisant, on n'en a pas parlé, mais pas mal d'effets aussi bien sur l'orgue que sur le sax, sur la flûte, que sur la flûte chinoise, enfin voilà, il y a tout un tas, que sur la basse, il y a tout un tas d'effets qui ont été rajoutés, et c'est ça aussi, c'est qu'il y a un côté, je pense la différence, c'est qu'il sonne plus produit, entre gros guillemets, quoi, en fait. Mais moi, j'ai l'impression que c'est la continuité, même au niveau des choix thématiques et tout ça, on s'est pas dit, non, on fait vraiment complètement différemment, c'est juste l'évolution un peu naturelle, selon nos goûts, selon ce qu'on a pu aussi voir, et des groupes qui nous ont influencés, et même des groupes toulousains. Je pense par exemple, il y a un morceau qu'on a longtemps appelé Edredon, parce que Edredon sensible, exactement, quoi. Celui qu'on a écouté en fait finalement, c'est, je sais pas, ça nous y faisait penser le très loin, mais bon voilà. Parce que c'est vrai que ce morceau, Comment ça va, ou Salut ça va, c'est vrai qu'il est très rythmique, et la façon de jouer des instruments est très rythmique, ce qui arrive dans à peu près la moitié des morceaux, où la façon de jouer de l'instrument, notamment le sax, c'est pas mettre en avant la mélodie apportée par le sax, mais c'est jouer sur une façon rythmique de concevoir l'utilisation de l'instrument. Ouais, non, effectivement, c'est vrai qu'on s'est un peu dit, il y a eu quand même une chose qu'on s'est dit avant de partir sur ce répertoire-là, c'est de faire en sorte qu'on ait tout le temps envie de bouger la tête, en fait. Qui est vraiment, même si c'est pas forcément pour danser, mais qui est tout le temps quelque chose, qui donne un petit côté trans, quoi, on va dire. Et c'est vrai que au niveau donc au niveau du mode de processus de composition, il y a eu ça, et donc ce qui fait que effectivement l'aspect peut-être thématique et lyrique a été peut-être un poil mis de côté, mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit un album radicalement, au niveau compo, radicalement différent de ce qu'on a pu... Ah, mais au niveau de la transformation en musique, donc de la façon de concevoir l'instrumentation, il y a des morceaux quand même, on n'entend quasiment pas le sax. Il y a une flûte, mais une flûte qui est passée par des machines, on la reconnaît à peine. Bon, il y a 2-3 instruments un peu plus bizarres, vous parliez de flûte chinoise et de choses comme ça, mais il y a quand même des morceaux où on n'entend pas un effet de sax. Ce qui est quand même, là aussi, plutôt nouveau pour Pulcinella, et avec une question subsidiaire. Mais qu'est-ce que vous fichiez, Ferdinand Doumergue, à ce moment-là? Vous prépariez les sandwichs pour les copains. C'était l'horreur. Non, mais je sais pas. Après, c'est vrai que c'est bien aussi de varier un peu justement les sons et les ambiances, quoi. Donc voilà. Mais même ça aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il y a toujours eu dans Pulcinella, de faire. Non, mais par exemple, moi j'ai toujours fait du métallophone à l'époque où il y avait Frédéric Cavalin, et qui est parti et qui a emporté le métallophone avec lui. Mais c'est vrai que ça a toujours été quelque chose. On a toujours essayé de varier les climats, et donc varier l'instrumentation selon les morceaux. Si vous voulez ma version de l'histoire, pendant très longtemps, la colonne vertébrale de Pulcinella, ça a été le batteur et le contrebassiste, et ça permettait aux 2 solistes de tricoter tranquillement dans leur coin, ce qui n'est pas du tout le cas sur cet album-là. Il n'y a pas de tricotage, on est plus sur des nappes sonores qui donnent une ambiance et qui est travaillée pendant tout le morceau, que sur du tricotage avec des solos à droite et à gauche. Ça, c'est quand même nettement moins important dans cette version de Pulcinella. C'est plus un groupe, peut-être, tout simplement, quoi. C'est vrai que il y a 15 ans d'existence. Ça me fait plaisir. Au bout de 15 ans, vous allez prendre un appartement en commun, une colocation assez formidable. Pour ma part, j'ai adoré le travail de Jean-Marc Serpin à la contrebasse, et ça tombe bien, il est sur ma gauche. Double basse, me dit la pochette de l'album. Vous êtes vraiment monté en grade. Mais ça voulait dire que ça participait aussi à la volonté de gonfler le son de Pulcinella sur cet enregistrement-là, parce qu'effectivement la basse, là pour le coup on l'entend. La contrebasse. Double basse, double bass, c'est juste le même, ça veut dire contrebasse, c'est tout. Mais vous avez énormément travaillé sur ces parties de basse qui sonnent énormes sur cet album-là. C'est vrai qu'il y a en fait plusieurs lignes de ce disque qui sont basées sur une note ou 2 notes, ou presque, voire presque rien. Donc.
Et donc, j'ai essayé de m'imposer, ou dans la composition, ou dans le morceau, c'était ça, ce truc d'avoir un truc, comme disait Ferdi, qui est en transe, qui amène à bouger la tête et à se sentir dépassé par le rythme ou par le morceau. Et je trouve ça plus facile avec une note et quelque chose qui est plus entêtant que en effet d'en mettre énormément. Et avec une note, déjà, il y a de quoi faire. Un son qui va être travaillé pour la scène ? Donc par exemple, vous êtes jeudi au Métronome, il faut espérer, 26 septembre. Et Jaco, si tu les entends. On va voir, donc, je suppose, l'orgue sur scène. Ah bah oui. Et ce son-là, on va pouvoir le retransmettre sur scène. Ouais. Parce que vous le disiez, album plus produit que les autres, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui sont faciles à faire en studio, peut-être un peu plus difficiles à reproduire sur scène. C'est de la gymnastique, mais parce qu'il y a l'utilisation de pédales, mais tous on a des pédales. Enfin, à part sinon, il n'y a pas de production d'instruments qui sont rajoutés par-dessus ou de deuxième ligne. Il y a très peu de ça. Donc, sur scène, normalement, on peut reproduire le disque. Si, avec les effets, tout le monde se... Tout le monde gère bien. Voilà, je vois le message. C'est très bien. Message subliminal. On verra ça, en tout cas, on vérifiera ça, en tout cas, jeudi soir, 26 septembre, donc au Métronome, pour la sortie de cet album que vous fêterez avec un deuxième groupe, voilà. La Perla. Deux mots avant de finir cette interview sur le groupe qui sera en double plateau avec vous. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas un choix anodin. En fait, c'est donc 3 percussionnistes chanteuses colombiennes qu'on a rencontrées la semaine dernière à Bogota. On a fait une création avec elles qu'on a joué une fois dans un théâtre pour le festival Jazz al Parque, et la rencontre s'est vraiment super bien passée. Voilà, sur le papier on savait pas trop à quoi s'attendre, parce que elle, c'est vraiment assez roots, on va dire, c'est vraiment dans la culture afro-caribéenne, et puis avec ce son de Pulcinella qui est vraiment à la base assez éloigné de ça, mais finalement ça a été un mariage, mais tout de suite, dès la première répète, en une matinée, on avait monté 4 morceaux, c'était dingue, et puis c'est vrai qu'humainement on s'est très bien entendu, donc on est ravis de les faire venir, et voilà, elles sont en tournée dans toute l'Europe pendant 6 semaines, et on fait 5 dates avec elles, en fait. Il y a le Métronome qui est la première date, après on va faire Arcade, il y a une date au Périscope, une date à la gare du Coustelet, une date à la Syrie, qui est, je sais plus, une salle... Je sais plus où exactement, enfin bon bref. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment... et donc où il y a ce principe-là de leur set à elles, notre set à nous, et à la fin, on se réunit pour 4-5 morceaux qu'on a vraiment travaillé ensemble et qu'on a déjà pu jouer en live à Bogota. Comment ça pète ça Allez, on en parle dans 2 minutes dans La Perla, trio colombien qui seront donc en double plateau ce jeudi 26 septembre au Métronome, donc pour fêter la sortie de ce nouvel album de Pulcinella. La Colombie, c'est dont vous en venez, mais c'est vrai que ça marque aussi la deuxième facette de Pulcinella, cet intérêt pour les musiques du monde. On vous a vu jouer beaucoup cet été avec Maria Mazzotta, donc une musicienne des Pouilles. Vous jouez avec un trio colombien. Vous aviez joué aussi avec des musiciens hongrois il y a quelques années. Ça part du principe aussi qui est à la base de la création de Pulcinella, essayer de faire de la musique de danse à partir d'éléments traditionnels et de jazz. Ouais. Je ne sais pas si c'est le postulat de base, mais disons ça a été votre postulat de base, vous l'avez dit et redit au moment où vous êtes arrivé sur le devant de la scène. Pulcinella aime bien voyager, mais le but n'était pas de faire des créations avec des musiciens étrangers, de folklorique, quoi que ce soit. D'utiliser des éléments venant de la musique traditionnelle. Bien sûr, mais ça se fait presque naturellement, je pense, parce que c'est une nourriture pour nous d'aller de rencontrer des musiciens de Tadjikistan, de Colombie, du Maroc, du Sénégal, partout où on est allé, d'Angleterre, ou Hongrie. On a rencontré des musiciens avec qui à chaque fois on a eu des super bons moments, avec qui humainement, des fois on a des contacts avec certains qui sont devenus des amis depuis des années, et ça nous nourrit comme musiciens, et ça nourrit la musique du groupe aussi. Je pense que c'est une démarche qui, moi, me semble, enfin, pour n'importe quel auteur, même de littérature, un peintre ou n'importe quel artiste doit être un peu curieux de ce qui se passe autour de lui, même loin, et de s'en nourrir. Enfin, j'espère. Enfin, des fois, pour moi, ça passe par ça. Ouais. Et si je vous dis que pour ça, dans ce nouvel album, c'est des choses qu'on n'entend pas du tout, ou qu'on entend nettement moins, cet apport des éléments de musique traditionnelle, ça vous choque, ou vous pouvez comprendre qu'on ait ce ressenti-là en écoutant cet album ?
Non, c'est vrai, effectivement. Ouais. J'essaie de faire le tour rapide des morceaux. C'est vrai que, non, effectivement, c'est plus la culture pop depuis les années 70, quoi, qui est jusqu'à l'électro de maintenant. Mais finalement, c'est vrai qu'il y a assez peu. Ouais, c'est l'influence vraiment en fait afro-américaine qu'on entend et l'influence peut-être anglaise, mais c'est vrai tout le côté plus musique traditionnelle. Plus musique traditionnelle, il y est pas, mais c'est pour ça justement qu'on a qu'il y a l'autre facette. Voilà, qu'il y a l'autre facette qu'on a développée avec Maria Mazzotta, avec La Perla, et où on s'y retrouve aussi là-dedans, quoi. Donc cette tournée en Colombie, vous êtes revenu lundi ou mardi de cette semaine. Vous y avez passé 10 jours. Les souvenirs que vous avez de ce petit passage colombien? Ouh là 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 Ça là. passe vite. C'est passé vite. Ça passe vite, ouais. Ouais. On arrivait, on était fatigués, on est parti, on a pris, au bout de 3 heures de sommeil, on a repris un autre avion pour aller à Montpos, qui est un autre bled, je sais même pas vraiment où, dans les marais, où il faisait une chaleur étouffante, 35-40 degrés, et où on a joué finalement une demi-heure pour reprendre l'avion le lendemain. Ça, c'était le concert en taxe carbone le plus cher qu'on ait. On va le payer, celui-là. Je vous félicite et pas. on non. s'est retrouvés au bout de 3 jours de voyage, une demi-heure de concert à Bogota, et après on a commencé à bosser avec elle, et ça s'est super bien passé. Donc ça a été comme un boulet de canon, enfin ce voyage. Et on vient d'atterrir il y a 2 jours. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais... Très bien, bon, bah, écoutez. Jeudi, vous verrez ce qui s'est passé. On va vous laisser vous reposer. Donc, je le répète, Puccinella sort son 6e album, ça s'appelle Ça. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, jusqu'à présent, ça, c'était un bouquin de Stephen King que j'avais dans ma bibliothèque, une espèce de truc horrible, avec un clown complètement affreux. Depuis, je supporte plus les clowns. Ferdinand, elle des lunettes, il pourra ça t'expliquer mieux que ça. Pourquoi ça? Ça, c'est le ça psychanalytique, en fait. D'accord. Freud n'est pas loin. Voilà, c'est le flux de désir sans censure, on va dire. Il y a là-dessus, il y a le surmoi qui vient censurer et pour donner au final le moi. Le moi. Et voilà, c'était un petit peu un hommage à tout ce qu'on essaye de non, surtout pas de cacher tout ça. Et voilà, là, c'est un peu, on s'est dit non, mais justement, on y va, on va vers la trance, on va vers le groove, on va vers les trucs qu'on n'a pas forcément assumés avant. Voilà, c'était un petit peu ça le sens. Puis c'est vrai que sur un plan purement sonore, quoi, ça, il y a ce côté aussi très simple, quoi, ça, voilà, on montre quelque chose et c'est un peu, on n'arrive pas à le définir, mais c'est ça, quoi, et ça nous plaisait aussi, ce côté ovni indéfinissable. Et dans le côté aussi des morceaux qui sont des plages plus longues sur un groove ou un rythme ou une note, c'est vrai que c'est s'exposer un peu plus et ça donne un peu l'impression d'être tout nu aussi. Ouais. Donc, voilà, donc ça, le 6e album de Pulcinella, ils seront sur scène le 26 septembre, jeudi prochain, au Métronome, pour fêter cette sortie avec un trio colombien, La Perla. On viendra vous voir et là, on va écouter un 2e morceau de cet album. On en parlait tout à l'heure, J'ai caressé, Le chien du douanier. Vous êtes délicieux dans vos titres. Je sais pas, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous fumez lorsque vous faites des brainstorming pour trouver les titres, mais c'est absolument incroyable. Donc, J'ai caressé, Le chien du douanier, extrait de ça, le 6e album de Pulcinella. Merci d'être venu nous en parler en tout cas. Merci.
La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scouts. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel! Salam au crâne, bonsoir. Bonsoir, salut. Petit retour dans cette émission. C'est vrai qu'on vous avait perdu de vue ces six derniers mois. Pas loin. Décret sur les élections françaises oblige, on vous avait demandé de ne pas intervenir dans cette émission alors que vous étiez en pleine campagne pour les européennes. Oui, avec un score, j'ai tout déchiré, je vous l'ai dit. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Et là, donc, vous reprenez votre place dans cette émission avec, pour la première chronique de cette année, revenir sur une exposition qui a été inaugurée il y a une dizaine de jours à José Cabanis. Elle aura lieu jusqu'au 12 janvier prochain. Une exposition qui s'appelant Oblédi au Toulouse et traitant de la présence maghrébine dans la ville rose de 45 à 2001. C'est à peu près ça le thème de votre chronique ce soir. Donc, vous voyez, c'est en tant que commissaire général. Voilà. De l'exposition, et non pas de l'opposition comme a dérapé Jean-Luc Moudenc lors du vernissage de l'exposition. Commissaire général de l'opposition, je trouve que c'est un titre qui vous irait assez bien. Non, là c'est pour le coup de l'exposition. Oui, donc je vais vous parler un peu de cette exposition. Donc cette exposition, donc, elle est à la médiathèque depuis le 10 septembre dernier jusqu'au 12 janvier 2020. Donc, il et elles ont quitté l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, souvent avec tristesse parce que l'on quitte rarement sa famille et la terre qui nous a vu naître par plaisir.
Mais il y a toujours un espoir, celui d'un avenir meilleur pour soi et ses enfants. Et il est bon de se dire qu'être venu à Toulouse, c'est du baume au cœur des exilés, au cœur blessé des exilés. Toulouse, c'est une ville facile à aimer. On s'y sent vite chez soi. Toulouse a une grande qualité. Elle permet d'être toulousain sans tourner le dos à son histoire, sans se renier. C'est ainsi que ces immigrés, ces exilés, leurs descendants sont des Toulousains. Au Blédi, au Toulouse, au Montpaïs, au Toulouse, c'est cela que veut dire cette exposition. Alors bien sûr, cette histoire n'est pas un long fleuve tranquille, ici comme ailleurs, c'est aussi des moments difficiles, des problèmes encore non résolus, mais c'est devenu leur ville et la chanson de Nougaro leur hymne. À travers les récits de vie, de parcours exceptionnels ou ordinaires, d'hommes et de femmes qui ont fait Toulouse comme Toulouse les a fait, aux côtés des autres immigrations avec en toile de fond Toulouse l'Occitane, ils sont aussi l'histoire de Toulouse. Et c'est dans ce mouvement des identités, dans ce brassage culturel que Toulouse est ce qu'elle est, et c'est dans cette sincérité qu'elle se raconte pour qu'au total nous fassions patrimoine commun. Donc vous le verrez, cette Toulouse est riche de ses histoires et de ses mémoires, riche de parcours individuels et collectifs, de destins exceptionnels ou ordinaires. Et que ce soit avec les photos d'un grand photographe comme Jean Diozède, ou celles des familles Hadjej, Zid El-Mal, Mahamdi, Benani ou Azoug, que ce soit par exemple avec nos archives associatives, celles du Tactique Collectif ou celles de la maison de quartier de Bagatelle, c'est bien du regard des Toulousains dont il s'agit. Bien sûr, nous sommes loin d'avoir tout dit. Il y a encore tant à raconter et nous espérons que cette exposition ouvre la voie à la découverte d'autres trésors d'archives, d'autres expressions encore méconnues de la diversité culturelle toulousaine. Cette exposition, elle est un jalon pour enrichir notre histoire collective et contribuer à partager notre histoire commune. Au Blédi, au Toulouse, au Montpaïs, au Tolosa, c'est donc le titre de cette exposition ou une tentative de raconter l'histoire de la présence des Maghrébins à Toulouse. Je dois le dire, c'était un peu un défi. Car sur le sujet, tout était à écrire, à raconter. Et en réalité, c'est sur des travaux scientifiques concernant l'histoire de l'immigration dans toute la région, et pas seulement sur Toulouse, et sur l'histoire urbaine de la ville qu'il a fallu s'appuyer pour proposer une trame. C'est une histoire très liée à l'histoire contemporaine de la ville, qui a été bouleversée par l'arrivée massive des rapatriés au moment des indépendances et de l'immigration de travail liée aux besoins de main-d'œuvre des Trente Glorieuses. Donc au total, cette exposition, elle doit avoir une immigration plurielle, des histoires d'exil sans retour. Alors c'est un peu difficile de faire une visite guidée à la radio. Mais bon, on va tenter d'en présenter les grandes séquences. Les grandes séquences, mais juste avant, revenir un peu sur l'histoire de cette expo, ça fait quand même très longtemps que le Tactique Collectif la traîne, cette idée d'expo. Il y a eu des tentatives, il y a eu des négociations, il y a eu un travail avec les mairies pour qu'elles puissent enfin se monter. C'est vrai que c'est quelque chose dont, par exemple, ici, vous nous parlez depuis longtemps du désir de faire cette exposition, au travers aussi le festival Origine Contrôlée, qui était aussi une tentative de montrer l'apport maghrébin et des migrations maghrébines à la vie culturelle toulousaine. Oui, c'est-à-dire que nous, ça j'insiste beaucoup là-dessus, ce qu'on propose là, c'est une histoire de Toulouse, et nous on est des Toulousains, et donc d'ascendance maghrébine, nos parents sont arrivés d'Algérie, enfin me concernant par exemple, mes parents sont arrivés d'Algérie dans les années 60, et donc bon, comme tu l'as dit, on travaille beaucoup sur ces histoires de mémoire et d'histoire, mais c'est vraiment important de dire qu'en fait on travaille sur aujourd'hui. Et cette histoire des Maghrébins de Toulouse, alors pour le coup, comme souvent, on va se brosser un peu, nous les Toulousains, on est un peu en avance sur les autres, parce que Marseille ne l'a pas fait, Lyon ne l'a pas fait. On a eu des grandes expos nationales sur l'histoire des Maghrébins en France, ou des trucs plus précis des fois sur tel ou tel pays, les Algériens, les Marocains. À l'initiative d'ailleurs de ce courant d'historiens, Pascal Blanchard étant la tête d'affiche de ce courant-là, mais avec plein d'autres historiens qui ont monté ça autour de la représentation iconographique de la colonisation, mais aussi de la photo, des textes, mais avec beaucoup d'expos qui se sont faits à Paris. Voilà, donc beaucoup de sur choses les expositions coloniales aussi. Voilà, et donc sur aussi des histoires, et nous on a voulu vraiment raconter une histoire de Toulouse. Alors si, pour celles et ceux qui auront l'occasion d'aller voir cette exposition, ils verront que nous, on est vraiment dans les rues toulousaines, quelque chose qui était très très important, c'est d'avoir eu la chance que des familles
nous aient confié leurs archives et leurs photos. Et à partir de là, de voir finalement, je parlais de destin exceptionnel ou ordinaire, mais en fait, voilà, on a des magnifiques photos. Alors bien sûr, j'ai cité Dieu-Z parce que bon, Dieu-Z, voilà, il a tellement photographié Toulouse que même si c'était pas forcément volontaire, il était bien obligé de tomber sur un émigré. Voilà, et il a beaucoup photographié les quartiers toulousains, absolument. Mais on a vraiment des très très belles photos du quartier de Ginestou qui sont dans l'expo. Alors pourquoi de Ginestou? C'est connu comme étant un quartier où il y a beaucoup de gitans, mais en réalité, avant les grands ensembles, mais je sais que les parents de la famille, voilà, de mes amis de la famille Cherfi, par exemple, ont vécu à Ginestou avant d'aller aux Isards. Donc il y a, voilà, donc c'est les lieux de vie, mais c'est aussi de très très belles photos, voilà, qu'on a trouvé. Franchement, dans les collections familiales, on a trouvé des trucs magnifiques, quoi, des gens, voilà, qui se prenaient en photo. Bon, c'est assez, c'est une forme de banalité, de présence ordinaire. Voilà, Place Esquirol, rue Bayard, sapé comme un prince, où je vais, voilà, en sortie. Et c'est une autre façon de voir effectivement Toulouse. Donc quelques périodes qui sont un peu et qui jalonnent un peu cette exposition. Donc la première, c'est avant 45, avant l'Empire, avec cette fabrique des imaginaires, c'est-à-dire comment, vu de France, on a pu aussi montrer enfin pas l'immigration, mais les gens qui vivaient dans l'Empire. Voilà, donc alors concernant Toulouse, en fait, avant 45. On peut le dire, il y avait très très peu de Maghrébins à Toulouse. Donc la vision qu'en avaient les Toulousains, c'était une vision exotique. Et effectivement, on l'a daté autour de la question, par exemple, des expos coloniales. Donc qui sont très connus, tu viens d'en parler. Voilà. Avec la dernière 37 à Paris. À Paris. Avec l'invention du Trocadéro. C'est cette époque-là. Et à Toulouse, en 1928 et en 1924, on en a reproduit une ou deux affiches et une photo. On avait au Jardin des Plantes des déclinaisons de l'expo coloniale avec, par exemple, là, une très belle carte postale, voilà, de ce qui était la reconstitution d'un souk tunisien. En fait, voilà, on rejouait des scènes, quoi, finalement. Donc, c'était une vision vraiment très, très exotique, voilà. En peinture, on dirait très orientaliste. Très orientaliste, effectivement. Mais c'est vraiment, c'est une espèce d'introduction finalement à l'exposition, quoi. Autre période, celle entre 45 et 61, la fin de la guerre, les 30 glorieuses, vous en parliez tout à l'heure, et donc la nécessité de faire venir des gens de l'Empire et donc du Maghreb pour reconstruire la France. Et alors, sur cette période-là, en fait, parce que ce qu'on a essayé de faire dans cette exposition, c'est à chaque fois de raconter, donc comme je le disais, une histoire toulousaine, mais évidemment la mettre en son contexte qui était le contexte national. Donc on a donc par exemple là cette séquence là qu'on a appelée C'est nous les Africains, on la démarre en 45 avec une magnifique photo de Dieu-Z, juste pour le coup, avec des troupes coloniales, des spahis algériens, marocains, tunisiens, place du Capitole. Non pas qui libère Toulouse, mais qui défile pour fêter la libération de Strasbourg. C'est intéressant. Donc c'est une très très belle photo. Et ensuite on montre, c'est les premières présences, elles sont beaucoup étudiantes. Donc qui dit présence étudiante dit aussi une forme de politisation déjà. Et revendication nationaliste, puisque c'est quand même de la même façon que le mouvement vietnamien de libération est né dans les universités parisiennes, l'ensemble des étudiants venant du Maghreb avaient déjà en germe depuis la fin de la guerre cette idée de nation. Absolument, et on a, c'est l'époque de l'étoile nord-africaine, et on a une belle pièce avec une photo de Messali Hedge, qui était fondateur de l'étoile nord-africaine, qui fait un meeting à Toulouse. Donc ça, c'est vraiment... mais voilà, on a quelques... Et on a aussi, pour pas être trop long, on a essayé de s'appuyer à chaque fois sur des choses qui résonnaient. On a quelque chose... On a évoqué, évidemment... l'histoire, sur laquelle je vais pas m'étendre parce que je pense qu'elle est bien connue, du nageur Nakache, donc avec cette histoire extraordinaire, dramatique. Le mec, il est déporté, les camps, il perd sa femme, sa fille, il revient des camps, il va quand même être champion. Et d'ailleurs, il fait partie l'année dernière, il a été honoré au Wall of Fame de la natation américaine aux États-Unis. Et on a aussi
on a voulu, c'était intéressant, parler de l'équipe du TFC de 57, qui gagne la Coupe de France, mais où on a deux joueurs du TFC, deux fameux joueurs du TFC, Brahimi et Bouchouk, qui vont prendre le maquis footballistique, puisque à l'égal de Mekloufi à Saint-Etienne, ils vont rejoindre l'équipe du FLN. Et c'est un traumatisme dans le football français, puisque je rappelle qu'en 58, il y a la Coupe du Monde, et que la France, à ce moment-là, elle a une équipe pour gagner la Coupe du Monde, et elle perd, un an avant la Coupe du Monde, un tiers de son équipe, avec les joueurs algériens qui rejoignent l'équipe du FLN, et elle est troisième battue par le Brésil. Et elle est battue par... C'est un drame. Déjà par l'Allemagne, il me semble. Peut-être par l'Allemagne. Par l'Allemagne, c'était une équipe où on retrouvait aussi un autre Toulousain, Juste Fontaine. Absolument. C'était l'équipe 58, c'était l'équipe de Juste Fontaine. Je prétends que jusqu'à aujourd'hui, c'est un traumatisme footballistique non assumé qui explique beaucoup de problèmes qu'a la Fédération française avec ses Maghrébins. Autre période que vous traitez, c'est 61-63, donc c'est les indépendances, notamment celle de l'Algérie, avec l'arrivée des harkis, mais aussi des rapatriés, ce qu'on a appelé les rapatriés, donc les gens qui sont partis d'Algérie, non maghrébins. C'est vrai que là aussi, c'est un mouvement migratoire très important dont Toulouse va avoir aussi les traces. Oui, alors on a mis l'accent sur les harkis et sur les juifs d'Algérie. Il y avait aussi bien sûr les pieds noirs, mais on a mis l'accent sur les harkis et les juifs parce que c'était des maghrébins, c'est des gens qui étaient présents avant la colonisation, et il n'y a pas d'ostracisme vis-à-vis des autres rapatriés, mais voilà, donc on a fait ce choix-là, et c'est un moment très très important parce que Toulouse est la 4e ville de France, c'est une des villes qui va accueillir le plus de rapatriés. Je crois qu'on parle de presque 80 000, donc c'est transformation totale de la ville. Et on évoque la question de la présence juive du Maghreb, parce qu'elle va transformer aussi la communauté juive de Toulouse, puisque massivement, du coup, les rites, les nouvelles synagogues vont être des rites séfarades. Alors que jusque-là, on avait plutôt une présence ashkénaze. Voilà. Donc on évoque ça, et on a eu un très 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 beau témoignage d'une famille qui est la famille Adjej, Twitou Adjej, qui est une famille qui nous a confié ses archives, qui est arrivée d'Algérie, qui a grandi dans le quartier des Arènes, qui habitait dans le quartier des Arènes, de très très belles photos, et ils racontent un petit peu, ils venaient de Constantine, ils racontent leur arrivée à Toulouse, donc ce traumatisme au départ, et puis finalement on devient toulousain. Autre période, 72-82, avec là pour le coup une population immigrée qui arrive en France, toujours pour la reconstruction. On n'est pas loin du regroupement familial de Giscard, qui va arriver au milieu des années 70, et avec... on commence à se syndiquer, à lutter pour des meilleures conditions de vie, de logement notamment. C'est les fameux foyers Sonacotra. Donc, on parlait beaucoup à cette époque-là, avec des problèmes dans pas mal de municipalités, y compris communistes de la banlieue, dans la banlieue parisienne. Ça aussi, c'est quelque chose qui a marqué Toulouse. Bien sûr, parce qu'en fait, on a en même temps le regroupement familial, comme tu le dis, on a un bouleversement, et on l'évoque dans l'expo, au travers de la question, on en profite pour évoquer la question du logement, où on va avoir finalement les premières opérations de rénovation urbaine. Alors on a quelque chose d'intéressant, c'est quand même dans ces années-là qu'il y a le projet, que le Mirail surgit de terre, et donc nos parents, donc je peux dire nos parents puisqu'ils étaient dans ces conditions-là, qui habitaient des cités d'urgence, qui habitaient de l'habitat précaire, et qui eux-mêmes étaient en train finalement de construire le Mirail, la cité Bourbaki ou Bagatelle, vont les habiter. Voilà. Mais dans un premier temps, il faut simplement rappeler que dans les années 67, 68, 69, quand le Mirail commence à se construire, il est d'abord conçu pour les ingénieurs d'Airbus. Absolument. Qui est en train de se construire là aussi. Ouais, absolument. Et d'ailleurs, on a dans l'expo quelques archives audiovisuelles, où on a retrouvé, avec l'INA maintenant c'est facile de retrouver, mais une espèce de reportage sur le futur Mirail. Bon, c'est la ville nouvelle, quoi. C'était prévu pour être 50 000 habitants, la ville idéale.
le projet de Candilis, quoi. Donc, voilà, et on confronte ces moments-là. Et alors, on en profite sur cette période-là pour évoquer la question du racisme, notamment à travers un événement qui a eu lieu à Toulouse. Dans les années 72-73, la France a été... il y a eu une période une vague, en gros, d'agressions racistes et de crimes racistes. Avec un mot qui est inventé à ce moment-là, la ratonnade. Et c'est un mot de cette époque-là. Absolument. Et c'est vrai que c'est alors, Toulouse, c'est pas Marseille. À Marseille, il y a eu des morts. Il y a eu plusieurs morts à Marseille, mais à Toulouse, il y a eu des agressions. Et donc, on retrouve, et ça, c'est là que je parlais des archives de la maison de quartier de Bagatelle, on retrouve dans les archives des mobilisations autour d'une ratonnade qu'il y a eu à Toulouse, au bar des Arènes, dans un bar des Arènes, un monsieur qui s'appelait Ali Abdou. Donc, on a retrouvé de quoi finalement boucler l'histoire, c'est-à-dire on a retrouvé des photos de ce monsieur sur son lit d'hôpital, du bar des Arènes, des mobilisations du MRAP, des associations solidaires et de la manif qui a eu lieu de la manif antiraciste boulevard de Strasbourg. Et donc c'est une période intéressante parce que c'est 72, c'est les 10 ans de l'indépendance de l'Algérie. Et c'est le moment que l'Algérie choisit pour nationaliser le pétrole. Et ça va provoquer ici un regain chez les nostalgiques de l'Algérie française. De l'Algérie française. Et voilà, on perd le pétrole, vous voyez, on sait faire. Et donc, du coup, il va y avoir... c'est en même temps, effectivement, comme tu me dis, les premières vagues importantes de syndicalisation et les premières... apparition dans la scène culturelle. Donc on a retrouvé en 70, 72, une affiche d'un gala à la Halograin où on a des artistes marocains, algériens, une soirée de gala avec des artistes du Maghreb qui se produisent à Toulouse. Donc, avec une bande de son qui suit cette exposition, on en parlera une prochaine fois, mais c'est vrai que la musique est importante dans cette expo, notamment aussi sur la dernière période, puisque la dernière période, c'est celle 81-2001, donc l'arrivée de la gauche au pouvoir, la marche des beurs dont une partie est passée par Toulouse. Enfin, il y a des gens de Toulouse qui sont partis faire la marche des beurs. On parle souvent de Majid Cherfi qui dit qu'il a rejoint le cortège en route. On l'a rejoint tous ensemble, en fait, on était tous... Donc, et cette partie-là, c'est la dernière, c'est celle qu'on connaît le plus. Musicalement, c'est celle qui voit arriver des groupes comme Carte de Séjour, comme Zebda. Dont on a commémoré il n'y a pas très longtemps les 1 an de la disparition du regretté Rachita, qui est vraiment quelqu'un de très très important dans cette histoire-là. Mais qui était lyonnais, pas toulousain. Il était lyonnais, pas toulousain, mais il nous a... Voilà, c'est un pionnier pour nous, Rachita. C'est vraiment, en termes, dans le rock, Donc on est mais c'est une période peut-être que vous connaissez mieux, donc on peut... Ouais, c'est vrai que celle-là, elle était pas si lointaine. Mais il y a de belles pièces dedans, quand même, dans l'expo. Donc, je le redis, exposition à voir jusqu'au 12 janvier. Vous avez le temps, mais il faut quand même vous presser un peu. Magnifique bande de son. Seul problème, c'est qu'il faut s'arrêter pour l'écouter au casque. C'est vrai qu'il y a peu de musique dans les locaux de la médiathèque, mais la bande de son est assez terrible. Dans l'expo, il y a quand même une bande de son qui nous accompagne et on peut, Et puis, si je peux me permettre, sans être trop long, il y a toute une programmation qui va avec. Et donc... Et c'est pour ça qu'on fera encore deux ou trois focus sur cette exposition, notamment, j'espère, avec la commissaire de cette exposition qui viendra nous parler un peu demain aux Isards avec une histoire du couscous. Voilà, très bien. Donc, plein d'animations dont on se fera l'écho d'ici le 12 janvier autour de cette exposition au Blédi, au Toulouse, au Mumpaï, au Tolosa, donc sur la présence maghrébine dans la ville rose de 45 à 2001. Salah, merci. Merci à toi. Et à très bientôt. Venez à moi, venez par milliers, la terre et le ciel, on va les marier, mais je vous fais peur et vous préférez lancer vos saguets. Gay, 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 je suis l'amour sorcier. Ouais, l'expo. Gay, 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 ma tête est oiseau. Gay, 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 je suis l'amour sorcier. Moitié, moitié. Gay, gay, gay.
J'imagine mes ancêtres, si nombreux, si différents. Ils parlent tous en même temps. Près du feu, j'écoute leurs histoires, sans parole. Gay, 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 pour vous désaltérer. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Voilà, dernier invité pour ce soir, le Commando A3 dont on vient d'écouter L'amour sorcier, Commando A3 anciennement connu sous le nom de Commando Nougaro, qui il y a une petite dizaine d'années a décidé d'aller visiter, je préfère visiter que revisiter, a décidé d'aller visiter le répertoire de Nougaro avec moi pour parler un peu de ce projet, les trois chanteurs de ce trio, François Dorembus, Olivier Capel et Ernest Barbery. François Dorembus, sur quoi est né ce projet du Commando Nougaro, maintenant appelé Commando A3? Alors au départ, c'était une commande de la part d'Hélène Nougaro et d'Yvan Cujous pour l'année Planète Nougaro en 2009, qui fêtait donc les 80 ans de la naissance de Claude, sur un projet très différent du trio là actuel, qui était plutôt, on va dire, pas une batucada vocale, on n'était pas non plus 500, mais on était 8-9 chefs de chœur, d'obédience, d'esthétique très différentes, jazz, lyrique. Tous les trois, déjà, on était donc au cœur du projet, avec d'autres personnes comme Coco Guimbaud, d'autres chefs de chœur, voilà. Que je ne vais pas tous les citer tous et toutes. Donc, petit à petit, ce projet s'est condensé au bout de 2-3 ans. Il y avait déjà une petite part de spectacle, mais qui n'était pas très travaillée, qui ne nous satisfaisait pas. On est passé sur un quartet, on va dire à partir de 2015 peut-être, oui, enfin bref, ou 2013-2014. Et ensuite, le quartet s'est transformé en trio.
Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que sinon après on va se retrouver tout seul, on va s'emmerder. C'est vrai qu'un duo pour Nougaro, ça le ferait un peu moins. C'était quoi donc, au début, vous le disiez, c'est une commande de Cugius et d'Hélène Nougaro pour un moment de fête autour de Claude. À partir de là, lorsque vous êtes à 3, c'est quoi que vous voulez mettre en avant sur le répertoire de Nougaro, et en quoi ce répertoire est suffisamment intéressant pour s'y consacrer à fond et monter un spectacle autour, Olivier Capel? Alors là, c'est beaucoup de questions. Alors on va commencer par la première. Alors laquelle? La première, c'était en quoi ce répertoire est suffisamment intéressant pour pouvoir... Alors ça, c'est une question que je ne me suis pas posée. C'est-à-dire que Nougaro, ça fait partie des auteurs-compositeurs qui me sont très chers. Et cette occasion était un peu trop belle pour ne pas profiter de cet élan, et ça, c'est venu tellement naturellement, ce travail-là, en fait, qu'on ne s'est pas posé la question de dire est-ce que c'est intéressant, c'est pas intéressant. En fait, c'est une intuition. Le choix était évident. Oui, on allait continuer ce projet. On avait travaillé, on connaissait bien quand même l'œuvre de Nougaro. Moi, j'avais travaillé beaucoup de textes aussi, donc... je ne sais pas, il y a quelque chose de naturel. Voilà, et on a, de façon assez, entre guillemets, facile, on s'est mis au travail et les idées ont fusé. On a la chance de se connaître, on se connaît depuis déjà longtemps, même avant évidemment ce projet Nougaro. On s'est croisés sur des projets, on sait bien artistiquement, les goûts de chacun. Et vous êtes aussi croisés dans des écoles, puisque vous êtes respectivement prof à musical. Voilà, et puis on se suit depuis quelques années déjà, plus de 20 ans maintenant. Et donc en fait, on a mis en commun notre potentiel créatif comme ça, et c'était une évidence, quoi. C'est curieux, des fois, et c'est comme ça qu'il faut faire, moi. Enfin, c'est comme ça que je travaille, moi, que j'ai envie de travailler, c'est-à-dire pas se poser la question intellectuellement, mais musicalement, voilà, c'était un chemin qui nous était offert, et voilà, tout simplement, on continue ce chemin-là, voilà. Ernest Barbery, c'est le choix quand on en vient à chercher les morceaux, c'est aussi intuitif, où il y a des aspects de ce répertoire que vous voulez mettre en avant. Déjà, pour compléter un peu ce que disait Olivier, il y a ce côté fluide du travail entre nous qui fait que je pense que le projet tient et qu'on a toujours envie et le désir de porter ce répertoire-là. Il y a aussi le côté challenge aussi, parce que c'était un énorme auteur et un énorme interprète. Et du coup, ça ramener ça à soi aussi, ça fait bosser, quoi. Ça fait vachement avancer, et je pense que c'est pour ça que le projet dure dans le temps, parce que c'est assez inépuisable comme œuvre. Mais la deuxième question, c'était comment on choisit dans cet immense répertoire les morceaux que vous voulez mettre en avant. C'est simplement le fruit du hasard, ou parce que vous voulez mettre un côté particulier en avant de l'œuvre de Claude Nougaro? Alors, je vais répondre à mon nom, parce que du coup, je pense que tous les trois, on aurait une réponse différente à ça. Comme le lead change au cours du spectacle sur les morceaux que je fais moi, le choix, il y en a un qui a été proposé par Olivier. Je pense que lui s'est dit, tiens, ça va bien t'aller, voilà. Puis moi, ça me correspondait aussi, donc j'y suis allé là je parle sur la dernière créa. Et après, il y en a un autre, c'est juste parce que c'était un kiff perso, c'était une chanson que je chanter pour moi même, ou pour puis à un moment donné je me suis dit là en fait je vais oser la mettre dans le répertoire sur scène, quoi, parce que c'est différent entre ce qu'on chante pour soi et ce qu'on va amener en spectacle, et donc voilà, ça va dépendre des titres en fait. François, c'est un peu la même démarche où il y a quelque chose d'un peu plus intellectualisé, contrairement à ce que disait tout à l'heure Olivier Capel, dans ce choix-là, réfléchir un peu à ce qu'on veut mettre en avant, les aspects qui peuvent vous sembler importants dans ce répertoire-là, ou pas du tout, c'est comme vient de le dire Ernest, des histoires de kiff.
Oui, voilà, cette histoire de kiff, c'est assez, parent avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, moi, je me suis tout de suite glissé dans les chansons aussi de Nougaro, ou les arrangements que je pouvais visualiser, imaginer dans ma petite tronche, qui sont au plus près quand même déjà de ce que je fais, c'est-à-dire ce côté plutôt le côté world music. Je suis pas un jazzman de formation. On n'a pas tous les trois la même formation, heureusement d'ailleurs. Donc, c'est ce qui en fait la richesse. Et donc voilà. Donc je me suis plutôt, Mon Sorcier, les choix, on les a fait tous les trois, mais Locomotive d'Or, tous les morceaux qui font plus appel au côté africain, Berimbau, j'allais dire. Berimbau, ça suffira. Voilà. Donc, Bidonville d'ailleurs, voilà. Et juste pour, rebondir aussi sur ce dont tu parlais avec Pulcinella tout à l'heure, c'est moi si je me rendais pas compte à quel point j'étais immergé, en fait. J'avais une telle immersion dans la culture et les textes de Claude Nougaro. C'est-à-dire qu'en fait, à l'insu de mon plein gré, quand j'étais gamin, donc on parlait de la transmission, pourquoi ta génération, ma génération et des jeunes qui viennent de maintenant nous font du jazz rock ou quelque chose qui apparente à la culture de Floyd ou de Soft Machine. Là, c'est un petit peu ça. Moi, je pense que mes premiers frissons, mes premières jouissances presque, physique, c'était un peu les violons du Capitole, cette voix, alors qu'il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision. Pourtant, je ne suis pas du 19e siècle, les amis. Mais voilà, ou peut-être deux chaînes, et encore, je ne suis même pas sûr. Donc, j'ai eu ces émotions, mais je ne me rappelais plus. Il se trouve que je suis venu vivre à Toulouse, alors est-ce que c'est encore l'inconscient? Et quand ce projet-là s'est présenté, c'est à ce moment-là que moi, en tout cas, je me suis plongé, j'avais moins cette culture peut-être qu'Olivier, et je me suis plongé vraiment dans les textes. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Chaque mot, chaque phrase, si j'avais pu avoir cette concision, cette verve, cet humanisme, cette intemporalité, et cette poésie, bien sûr. Qu'est-ce que j'aurais aimé écrire? Et voilà, du coup, je me suis retrouvé dans quelque chose de frère, de consanguine. Avec quand même une option qui est prise dans au moins les arrangements des morceaux que vous avez fait de ce répertoire-là, qui est d'abord très minimaliste et puis très percussif. C'est vrai que au-delà des morceaux africains de Claude Nougaro, vous avez quand même sur d'autres morceaux, je pense à Work Song, je me souviens plus comment il s'appelle en français, Sing Sing, vous avez une version très percussive des arrangements, tout pète, beaucoup de percussions, peu d'instruments, mais c'est vrai qu'il y a cette vision-là aussi que vous mettez en avant, Olivier Capel ou Oui, Ernest. Effectivement, ça correspond aussi à notre sensibilité, à la façon dont nous, on réinterprète ce morceau tel qu'il nous a touchés et à ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Voilà. C'est aussi cette rencontre. On dit visiter, on visite, donc, mais on essaie d'être le plus créatif possible et le plus respectueux possible. Vraiment, ce mot respect, c'est très important pour nous. Et les deux sont possibles? On essaie. De faire changer un peu le morceau tout en le respectant? C'est le but de notre travail. C'est-à-dire, pour moi, ce répertoire-là, Claude Nougaro, c'est un artiste très puissant, donc on va pas le remplacer. Par contre, ce qu'il a créé, lui, ses textes, ses mélodies, qui sont extrêmement travaillées, du moment qu'elles nous ont touchés, et qu'elles nous touchent aussi sur notre fibre musicale, puisqu'on a la prétention d'être artiste, musicien, chanteur aussi. C'est important. On compose aussi nous-mêmes, on écrit des textes aussi. Enfin, il y a ce côté un peu créatif à notre échelle. Et donc, on voulait vraiment porter ce répertoire et le vivifier. Voilà, avec nos compétences et notre sensibilité. Donc, c'est une alchimie. On travaille. On a passé beaucoup de temps, comme tous les musiciens, à dire ça va pas, on essaie ça, on écoute, et puis voilà, le travail, les concerts maintenant que l'on donne, c'est le résultat de tout ça, et on est un peu impitoyable des fois, on se fait pas de cadeaux entre nous, ça sonne pas, et ce qui est d'ailleurs très agréable, je pense qu'on le partagera, c'est-à-dire on
on a à la fois une exigence de qualité et en même temps, on ne tire pas les couvertures, quoi. Chacun vraiment peut s'exprimer et c'est ça qui fait la richesse et qui est pour moi aussi qui correspond à Nougaro. C'est-à-dire Nougaro, il sait s'entourer, il sait se laisser influencer par des choses très, très, très éloignées de lui, à la fois, il a une très, très grande intériorité. Donc, on essaie de suivre ça. Voilà. Le cauchemar pour nous, ça aurait été de faire quelque chose de pareil, quoi, de copier-coller, de refaire ce qu'il a fait à l'identique. Et ça j'aurais pas pu, quoi. Donc, voilà. François de Rembus. Oui, pour répondre aussi à ta question, il y a un acteur là dont on ne parle pas, et la réponse, elle est venue, on en parlait aussi avec Ferdinand et Jean-Marc, là, de Pucci. À un moment, il y a une des réponses qui vient du public aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Alors, les gens viennent voir du Nougaro, mais c'est pas tout à fait du Nougaro. Donc, il y a, pour une génération, même de gens encore plus âgés que toi et moi, il y a une petite période de battement, des fois 10 minutes, 12 minutes avant qu'ils se laissent un peu embarquer. Puis, on a œuvré aussi, il y a Tu verras qui arrive, bon voilà, là c'est un peu moins électro pour le coup, et paf. Et puis cette jeune génération qui se dit, c'est super ce groupe pop là, machin. Et donc du coup on a une nuée de gens à la fin du concert qui sont là, qui sont complètement emballés, tous ceux qui connaissaient pas Nougaro, qui sont moins nombreux, il faut dire, que ceux qui venaient voir, et tous ceux qui ont mis peut-être des fois 5-10 minutes à se faire surprendre, et qui sont complètement après emportés par notre appropriation, notre visite. Donc la réponse, s'il y a une réussite, à un moment du travail à ta question, est-ce qu'on peut être vraiment créatif, s'éloigner, s'approprier et en même temps respecter l'œuvre? Oui, la réponse, elle est... Je pense qu'on peut dire que ce pari-là, elle est réussie, quoi. Oui, et puis il y a une part de risque. On prend des risques quand on est musicien, on ne sait pas... On fait pas ça pour que ça plaise, on fait ça juste parce qu'il nous semble que c'est juste de le faire. Après... le reste ne nous appartient pas. Et c'est vrai que vous disiez que vous en parliez hors micro tout à l'heure avec Jean-Marc Serpin et Ferdinand Doumer, que c'est vrai que avec Pulcinella, eux aussi se sont frottés à l'aventure Nougaro, un peu aiguillonnés par Hervé Subiette, puisqu'il fut un moment où Pulcinella rejouait aussi du Nougaro pour Hervé Subiette. Jean-Marc Serpin, le souvenir de cette période-là, où là vous aviez pris par contre le parti pris de jouer du Nougaro pas connu. Ouais, on avait pris, on avait décidé d'essayer de faire des morceaux. Bon, il y avait aussi un ou deux morceaux qui étaient assez connus. Ouais, parce qu'il fallait bien que le public s'y retrouve. Mais... Oui, mais on faisait Cécile, mais on le jouait. Tout à l'heure, tu disais les duos, peut-être c'est difficile. On le jouait en duo contrebasse saxophone Cécile, et je trouve ça, pour moi, j'en garde un très bon souvenir. Et en effet, on avait essayé d'abord de tout écouter le répertoire de Nougaro, donc ça va représenter des gigas, je peux te dire. C'était assez impressionnant et on avait trouvé des perles en fait, tout simplement, plein de morceaux que nous, on connaissait pas et qu'on avait envie de porter parce que justement, c'était des morceaux qui méritaient plus de lumière et que ça faisait plaisir. Et comme disait Olivier tout à l'heure, c'est un répertoire qui est tellement vaste et qui est tellement riche qu'on pourrait y passer sa vie presque dessus. C'est un pays très vaste. Il y avait ce morceau sur le nucléaire qui était absolument fabuleux et on se dit comment on a pu écrire ça dans les années 60. Ouais, alors là, moi j'ai entendu une interview de Michel Simon il n'y a pas très longtemps qui date de 1965 où il parle déjà des extinctions des espèces et des oiseaux qui disparaissent en 1965. Il y a tout cet aspect du répertoire avec on s'y est frotté, puis là on nous a pas permis de continuer. C'est un conte musical, un slam qui dure 17 minutes, qui s'appelle Plume d'ange. Bon, il se trouve que les éditions nous ont pas permis nous, on avait réécrit une musique complète autour de ce morceau. Mais voilà, ça c'est vraiment mettre de la lumière, comme ce que dit Jean-Marc, sur des œuvres poétiques et littéraires qui sortent complètement de l'aspect chanson, voire chansonnette, quoi. Et dans le choix de continuer tous les trois à faire ce répertoire, il y a aussi cette rencontre des voix, parce que il y a quand même ce travail sur les voix, sur vos morceaux qui est quand même assez riche. C'est vrai que ces voix-là s'harmonisent très très bien. Vous vous êtes trouvé comment finalement, Ernest? Alors pour répondre à ça, moi il y a une rencontre en deux temps. J'ai rencontré d'abord Olivier. Parce qu'il y a 20 ans, non, pas loin de 20 ans,
c'est de poser la question pour moi. Je dis tiens, je vais prendre des cours de chant, donc je vais dans une école à Saint-Cyprien. Et je tombe sur un mec, voilà, dans le groupe, il nous fait allonger, de la paille et tout. J'ai fait 2 cours, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ces conneries. Et puis, je sais pas, 1 an ou 2 après, je sais bon, quand même, il faudrait que je prenne des cours de chant et tout. Je vais à Musical. Et putain, je tombe sur le même mec qui me ressort sa paille et tout. Donc je me suis résigné là-dessus, tu vois. Et puis après, il s'était trouvé que quand Olivier était pas là pour assister les cours, il y avait François qui remplaçait. Et puis après, moi, j'ai fait la formation longue, donc là, voilà. Donc la rencontre, ça a été un peu ça, en fait. En gros. Et avec sur la coïncidence que ces voix se marient aussi bien. Coïncidence, pour moi ça n'est pas. C'est si on arrive à s'entendre en dehors dans la vie, ça fait que le projet continue, mais ça fait que les voix elles se marient ensemble. Enfin c'est pas plus compliqué que ça, je pense, quoi. Il y a eu un gros travail. On a eu un peu notre coach Olivier quand même. C'est un département, le département vocal au sein du trio du Commando A3 qui a été vraiment bossé avec patience, avec exigence. C'est tout ce qui tient de la cappella, en tout cas du travail de chœur, c'est beaucoup plus fin et subtil qu'il n'y paraît, mais heureusement que le travail ne s'entend pas. C'est ce que disait Olivier Capel tout à l'heure. On a travaillé maintenant suffisamment de temps pour pouvoir le présenter dignement sur scène et le défendre. Oui, on le défend, et puis... Effectivement, il y a un travail technique qui est dans le fond, voilà, qui fait partie du travail d'instrumentation. Oh là là, ça y est. D'instrumentation. Non, mais ça, c'est le même blanc. Articule. Voilà, bon, j'ai perdu. Mais voilà, c'est effectivement... en tout cas, en dehors de Nougaro, vous commencez aussi à écrire. Je le disais en début d'émission, il y a un morceau qui sort aujourd'hui, que vous nous chanterez en fin d'entretien. Premier exemple enregistré de quelque chose qui pourrait devenir la suite du Commando A3. C'est-à-dire, on continue Nougaro, mais on commence à s'aventurer sur un répertoire qui nous est propre. Alors, comme je disais tout à l'heure, tous les trois, on écrit des textes, on écrit des musiques. Bon, on fait chacun notre parcours dans d'autres formations. Et là, sur ce morceau, sur ce répertoire-là, sur Nougaro, je pense que au départ, j'ai apporté un morceau que j'avais écrit en référence au Commando Nougaro. J'ai dit, bon, on va écrire un morceau, le titre, vous le découvrirez tout à l'heure, qui est clairement un clin d'œil, quoi, à l'œuvre de Nougaro, et on s'est dit, ben voilà, c'est bien, on va le partager ensemble, on va le mettre dans le répertoire, parce que à la fin du concert, on a chanté quand même du répertoire de Claude Nougaro. On s'est dit, bon, on va quand même faire un morceau à nous pour la convivialité, quoi, pour dire, ben voilà, on est là aussi, on fait des choses à modestie. On peut le faire. Et on vient de là. Puisque je me disais, vous le jouez à Toulouse, mais vous allez le jouer un peu partout en France. Oui, donc, c'est ça. À Toulouse, c'est le nom du morceau, on va aussi l'entendre ailleurs. Ouais. Et oui, c'est ça. Les gens entendent des petits morceaux, des petits paysages, des petits diapos de Toulouse, à Collioure, par exemple, ou à Saint-Étienne. Que c'était un hommage, un clin d'œil à Claude, c'est aussi un clin d'œil au Fabulous Troubadour, qui avait aussi cette façon peut-être de chanter en racontant la ville. Oui, la référence est claire quand on est dans le morceau. Une culture aussi. Oui, ben voilà, on est baigné là-dedans, et voilà, il y a plein d'influences, mais effectivement, celle-là, elle y est aussi, bien sûr. Dans la semaine prochaine, vous vous installez au Bijou pour 2 jours, ça sera le 25 et le 26. Ça tombe bien, comme ça, personnellement, je pourrais vous voir et je pourrais aller voir Pucci en même temps. C'est quand même assez formidable. Vous vous installez 2 jours au Bijou, donc pour fêter vos 10 ans d'existence, on va voir quoi sur scène? Le répertoire, des gens qui vont venir vous épauler, des personnes de l'ancien commando, celui du départ. C'est quoi le projet? Alors, on a une petite surprise quand même, il faut le dire. On peut le dire ou pas? Je ne sais pas. Si c'est une surprise. Il y aura peut-être. Il y a quand même 2 surprises. Oui, voilà. Donc, on sort ce titre-là à Toulouse aujourd'hui. Là, il est sur toutes les plateformes. Voilà. Début de semaine prochaine sortira aussi du coup le clip
de ce titre-là à Toulouse. Et ça sera cette folle semaine pour le Commando A3, ça sera du coup conclu au Bijou les 25 et 26 septembre. Et le 26, nous aurons un invité surprise, parce que du coup, ça fait longtemps qu'on est à 3 là. Alors, pour fêter notre anniversaire, on s'est dit, allez, on peut inviter quelqu'un. Commando, pas trop, parce que voilà. Commando A4. Commando A4 avec Alexis Kowalczewski, qui viendra enflammer ce répertoire-là de ses clarinettes et clarinettes basses. Voilà. Mais c'est une surprise, il ne faut pas. Voilà, donc on les brutera pas. Donc ça se passe le 25 et le 26 septembre, mercredi et jeudi prochain, au Bijou. Début des concerts 21h, comme d'ordinaire, 21h30, comme d'ordinaire au Bijou. Et comme le dit Ernest, 21h30 précise. On va terminer cet entretien avec un morceau en direct, vivant, comme on dit régulièrement à cette antenne. Une guitare, 3 voix. Donc pour le morceau à Toulouse qui sort et qui est sorti ce matin. De mon côté, je suis allé le récupérer sur Deezer, mais il est sur plein d'autres plateformes depuis ce matin. Donc ce premier single de Commando A3 à Toulouse, tout de suite en direct, vivant pour Caramel Mou. Merci de nous offrir ce petit morceau. En direct de Radio Campus à Toulouse pour Caramel Mou. Je prends le métro et je suis dans tes vaines artères qui me conduisent du nord au sud, d'est en ouest et bientôt dans toutes les communes qui viennent l'effleurer. Colomiers, Balma, Tournefeuille, Foncegrive, Ramonville, Blagnac, Cugnot, l'Union et puis Plaisance du Tache. À Toulouse, à qu'il est près mon pays. À Toulouse, à qu'il est près mon pays. On peut traverser le pont Neuf, même partant de canicule, fumer sur la prairie des filtres, sur les berges se rouler un patin, prendre le fréau jacobin, marcher sur une merde de chien et contempler une crotte rose aux abattoirs. Le temps d'un rêve. À Toulouse, à qu'il est près mon pays. À Toulouse, à qu'il est près mon pays. La 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 les violons du Capitole, ta voix, la brique rouge sont entrés dans mes veines. Tout petit garçon, une montée d'hormones entrée par effraction, un parfum de Garonne, sanguine transfusion. Je t'écoutais en boucle malgré la fin tragique, bleu rondeau à la turque, sur le vieux tourne-disque. Je voulais les palaces, le magot et Suzy, bien au chaud dans la place, toute la rue. À Toulouse, à qu'il est près mon pays. À Toulouse, à qu'il est près mon pays. On se régale au récanto où les bobos viennent à vélo. Y'a le tramway, c'est écolo, mais dit métro, c'est pas cadeau. La mi-jojo musicalise, non pas de poste pour la vocalise. On peut se poser à la dorade, se faire dorer le temps de pour l'apéro, c'est au Grand Rock se joue la vie. La comédie hip-hop, un métronome, c'est la place du cap qui s'étoile. Non, rien de neuf à la reinerie, mais des ruches en périphérie. Matabio qui savent faire qu'il est bon, qu'il est beau, mon quartier d'affaires. À Toulouse, à qu'il est près mon pays. À Toulouse, à qu'il est près mon pays. L'Occitanie était la reine lorsque Raymond était en vie. Mais Raymond, ça fait un moment qu'il est parti. Au début du siècle, l'Occitanie était bannie pour que tout le monde parle français, même les paysans les plus reculés. Ça a donné ce que l'on entend, peu de personnes parlent occitan, sauf quelques passionnés qui se décarcassent pour faire naître une langue d'oc dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Comme d'autres essaient de réintroduire les ours dans les Pyrénées. Oh, c'est pas facile. C'est pas gagné.
mais... À Toulouse, à qu'il est près mon pays. 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 Hey, à Toulouse, à qu'il est près mon pays. À Toulouse, à qu'il est près mon pays, à Toulouse, à qu'il est près mon pays, à Toulouse, à qu'il est près mon pays, à Toulouse, à qu'il est près mon pays. Bravo. En direct. Voilà, donc Commando A3 en direct, morceau sorti ce matin même sur toutes les plateformes digitales de France et de Navarre. Et donc Commando A3 que l'on pourra voir mercredi et jeudi prochain au Bijou à partir de 21h30, 2 jours pour célébrer le répertoire de Nougaro, mais pas que, comme vous venez d'avoir un tout petit exemple à l'instant même. Merci d'être venu nous parler de tout ça ce soir. Avec plaisir. Et d'avoir attendu que Pulcinella fasse son interview, puisque je regarde ma petite montre, on aura finalement fait une émission de 2 heures. Allez, jingle, et puis on passe au concert du soir, et ça sera déjà le temps de se quitter. Mesdames, messieurs, ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants, vous... Caramel mou. Voilà, et comme d'habitude, mi-septembre, des concerts, il y en a partout. Ce soir, à l'Impro, Irina Gonzalez, par exemple, avec son quartet à 20h30. À l'Impro, Irina Gonzalez. Pop plutôt étrange au taquin à 21h avec Loa Frida et Jeffers Waldo. Donc ça, c'est au taquin à 21h. De la pop toujours avec Miyako et Molokoton à partir de 20h à la Bibliothèque d'études et du patrimoine dans le cadre du festival Girls Don't Cry Party. Chanson au théâtre du Grand Rond, c'est parti depuis une demi-heure avec Clara Sanchez qui chante son répertoire. Pendant tout le week-end, fin du festival Fifi Grotte, avec comme point d'orgue un concert pour Viguerie demain après-midi à partir de 18h30. Monty Picon et Tagada Jones y seront, entre autres. Il y aura plein d'autres invités. À la CAFPO pendant le week-end, le bazar littéraire, salon du livre qui ouvre traditionnellement la saison de la CAFPO. Ça se passe demain et dimanche. Punk ce soir à l'usine à musique, c'est du côté des 7 deniers avec les vétérans du Washington de Dead Cats, mais il y aura aussi The Devils. Chili Gonzalez sera lui du côté de la Hallogren dans le cadre du festival Piano des Jacobins, début du concert 20h. Le festival Méditerranéo à Portet-sur-Garonne continue avec ce soir Saint-Sémillia, Zoé sur le pavé et Pete Poule à partir de 20h. La Cavaroc maintient sa programmation rock et punk avec ce soir Dark Days, Parpaing Papier et Trolls à partir de 20h. Du swing à la Candela avec The Sleepwalkers et Bell Swing à partir de 20h30. Le festival électro alternative continue aux connexions ce soir à partir de 23h avec Woozy Stéphane, DJ iPod et Roland Cristal. Et le festival électro-alternative continue toujours, mais aussi au Bikini, avec à partir de 23h55 Figure, Dubloise, Hydraulix et Versa. Pop Garage de San Francisco ce soir au Pavillon Sauvage avec Sony and the Sunset à partir de 20h30. Demain, n'oubliez pas le retour des Gilets jaunes en ville, demain après-midi, couplé aussi avec une manifestation pour la préservation de la planète. Et puis
jeudi 26 septembre au Taquin, double plateau toulousain avec le duo Cirla Trollonge et le groupe toulousain Okidoki, le quartet de Laurent Rochelle qui sortira pour l'occasion un nouvel album When Oki Meets Doki, dont on écoute tout de suite un extrait, le voyage improbable de l'insondable Haruki, Okidoki et le duo Trollonge Cirla, jeudi soir au Taquin. Voilà, Okidoki, extrait donc de leur dernier album When Oki Meets Doki, Okidoki, qui sera donc au Taquin jeudi prochain, 26 septembre, avec le duo Trollonge Cirla. Voilà, c'est là-dessus que Caramel Mousse se termine pour aujourd'hui. Première émission de l'année, on a largement débordé, mais nous avions l'autorisation de la direction de cette radio. On se retrouve la semaine prochaine. Marie Sigal sera avec nous la semaine prochaine, et puis je pense que notre bon professeur Thibaut sera également des nôtres pour ce 583e numéro. Salut les filles, bis à l'œil et à bientôt.